Bonjour à toutes et à tous et merci Patrick pour cette introduction. Je suis également ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième numéro de l'Oracle Technology Talk. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de transformation, on va parler de données, on va parler de leadership et on va le faire sous des angles complètement différents. On a un événement qui est exceptionnel et j'aurai le plaisir et le privilège de recevoir des invités exceptionnels. Alors, tous ces éléments, ce dont on va parler, on va d'abord en parler avec sous l'angle et la vision d'un champion mondial, français, industriel, dont j'aurai le plaisir de recevoir le CDIO, Yves Cazot, qui nous expliquera aussi ce que c'est qu'un CDIO et à quoi ça sert dans un grand groupe. Et après, j'aurai aussi le plaisir d'avoir une discussion sur ces sujets de transformation de données et de leadership sous un angle complètement différent, qui me touche en plus personnellement, avec Marc Lièvremont, ancien joueur, entraîneur, sélectionneur du 15 de France, qui nous a quand même emmenés en finale de la Coupe du Monde. Et je le remercie parce que ça m'avait fait vivre à titre personnel des émotions incroyables. Donc je suis vraiment très content de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui. On va essayer de vous donner beaucoup de matière et vous donner un éclairage sur ces thèmes qui sont passionnants. Et sans plus tarder, je vais retourner et aller retrouver Yves Cazot, le CDIO du groupe Michelin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yves. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Yves, vous êtes le CDIO du groupe Michelin. Et avant de démarrer, je voulais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait le CDIO du groupe Michelin au sein de ce grand groupe international.
La création du poste de CDIO est très récente et c'est une étape de maturité. Moi, je suis dans le groupe Michelin depuis maintenant 3 ans et demi et je travaillais avec Éric Chagnaud, qui était le CDO du groupe Michelin, et on travaillait bien ensemble parce que il y avait à la fois besoin de moderniser notre système d'information et de faire un certain nombre de choses pour préparer le futur, faire le backbone, on va dire, digital. Et puis, Éric était en charge de ce qui est customer facing, comme on dit, en face du client. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, le niveau de coopération, de projets conjoints est de plus en plus fort. Et quand Éric a décidé d'aller faire autre chose, parce qu'il avait envie de bouger, on s'est dit il est temps de regrouper. Et donc, à ce moment-là, en regroupant, on a créé un poste de CIO et une organisation qui s'appelle Système d'information et transformation digitale, ou plutôt d'ailleurs transformation digitale en premier, parce que c'est la partie la plus importante, et système d'information. D'accord, c'est très clair. Merci pour ça. Alors, je suis obligé de commencer cet entretien en vous posant d'abord une question. On vit toutes et tous une situation à proprement parler extraordinaire depuis maintenant 1 an, cette pandémie. Comment cette crise a impacté le plus et quels sont les aspects de cette crise qui ont impacté le plus Michelin aujourd'hui ? Comme beaucoup d'entreprises, on a été amené à fermer nos usines avec la première vague du Covid. Et le plus important pour nous, c'était la capacité de les redémarrer assez rapidement. Et là, la technologie a joué un rôle. C'est-à-dire que les systèmes d'information mis en place dans les années précédentes, un certain nombre de choses nous ont permis d'aller plus vite. Après, un autre aspect, c'est que comme tout le monde, on s'est confiné, on a appris à travailler à distance. Et là, c'est pareil, il y a un silver lining, c'est-à-dire dans la crise, il y a quelque chose de positif, on avait fait un certain nombre d'investissements en 2017-2018, à la fois sur le réseau, les piles applicatives, et on avait des solutions pour travailler à distance améliorées, et alors elles se sont vraiment avérées utiles dans cette période de crise. Donc, on était à la fois, 2020 aura été une année très difficile, il y a eu une baisse de l'activité très forte en mars-avril, et avec une remontée importante, en particulier parce qu'on voit bien que dès que l'activité économique redémarre, le transport redémarre et les pneus aussi. L'Asie a redémarré rapidement. Et donc pour nous, il s'agissait à la fois d'être capable de freiner rapidement, mais surtout d'être agile. Et c'est ce que la technologie nous a aidé à faire. Donc je dirais l'ambition informatique et digitale de Michelin s'en est plutôt sortie renforcée. On est plus ambitieux en 2021 qu'on l'était fin 2019. D'accord, donc précurseur dans la mise en place des outils qui vous ont permis de traverser au mieux cette crise. Et j'ai lu aussi que Michelin, bien avant la pandémie, avait, sous votre impulsion, démarré une transformation pour devenir ce qu'on appelle, enfin ce que vous appelez même, une data-driven company. Et je voulais un petit peu échanger avec vous sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une data-driven company ? Les données, on comprend bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vu que vous avez la gentillesse de montrer ce merveilleux petit film qui montre, je vais dire 2 mots sur ce petit film et puis je vais rebondir sur les données. Le petit film, il montre quoi ? Il montre qu'on est avant tout une compagnie de chimie. C'est-à-dire que on fait les meilleurs pneus du monde, en tout cas c'est ce qu'on pense, parce qu'on a une connaissance accumulée, et c'est data-driven, je vais y arriver, sur la chimie, en particulier du caoutchouc, des composés, de la traction entre les composés, les métaux, etc. On est une compagnie innovante. On est une compagnie innovante depuis plus de 100 ans. Et c'est vraiment au cœur de l'ADN. Et l'ambition pour nous, maintenant, c'est d'être tout durable. Voilà. Et le film montre bien ça. On se rend compte que voilà, c'est une surprise pour personne. Dans le monde dans lequel nous vivons, Michelin se dit nous allons être les premiers à amener des solutions de mobilité entièrement durables. Et on fera notre part, en particulier autour du pneu, mais pas uniquement, les services qui vont avec. Pour faire ça, on a besoin de données. On fait de la data-driven decision chez Michelin depuis 100 ans, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on peut maintenant désiloter. C'est-à-dire que dans le passé, c'était quand même chacun ses décisions, ses données. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de faire des décisions sur les données d'entreprises entièrement partagées, en flux, c'est-à-dire qui circulent et qui s'améliorent. Une des choses qu'on aura apprises avec l'Académie des technologies dont je suis membre, c'est que les entreprises leaders, elles n'ont pas des données statiques. Elles construisent des flux qui s'enrichissent en permanence. Voilà, et c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis, évidemment, ce qui a changé, c'est la boîte à outils autour des données, c'est-à-dire que c'est les mêmes données peut-être, mais c'est pas les mêmes outils. On est capable, dans les process de R&D, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour extraire la connaissance.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour Michelin. Voilà. Donc, l'ambition data-driven de Michelin, c'est effectivement de faire des meilleurs produits, des meilleurs services pour mieux satisfaire nos clients, mais aussi de casser des barrières, d'arriver en 2030 et en 2050, comme indique le petit film, avec des produits absolument révolutionnaires pour préparer ce dont nous avons tous besoin, c'est-à-dire une économie circulaire et durable. D'accord. Je comprends bien les aspects technologie et ce que vous disiez, les nombreux projets qui sous-tendent un peu cette transformation. Et c'est vrai que, à titre personnel, voyant ce film, j'ai appris beaucoup de choses. Mais Michelin, c'est aussi une organisation de, je crois, plus de 120 000 employés. Et ça veut dire que ces transformations, ça veut dire changement. Et j'en reviens un petit peu à mon mot d'introduction sur le leadership, sur la conduite des équipes, sur comment est-ce que vous impulsez au niveau des équipes et comment le leadership de Michelin au sens large imprime la cadence de manière à faire évoluer les mentalités, faire rentrer les nouvelles façons de travailler, le partage de l'information, casser les silos, tout ce que vous venez de nous dire. La composante changement, comment vous la vivez et comment vous la faites vivre à vos équipes ? Alors, il y a quelque chose auquel on croit beaucoup chez Michelin, c'est que les opportunités du Data-Driven Company sont entre les mains de tous. C'est-à-dire que quand on fait de l'IA, on aime bien parler d'intelligence augmentée. Et une de nos fiertés, c'est d'avoir un programme de digital manufacturing, donc de manufacturing digital, qui est vraiment mis entre les mains de nos équipiers dans les usines. Donc, pour faire ça, il faut deux choses. Il faut effectivement une culture de empowerment ou de responsabilisation, comme on dit chez Michelin, mais au sens entreprise libérée. Ça fait partie de notre héritage, de notre culture managériale. Il faut ensuite, et c'est là que j'en reviens à votre point sur le leadership, il faut se donner les moyens d'essayer et d'apprendre. Voilà. Et c'est vraiment une boucle d'amélioration continue. On a chez Michelin beaucoup de rigueur. On est des gens innovants, mais on se base sur les faits. Donc, on essaye. Ce qui marche, on garde. Ce qui marche pas, on jette. Et on passe à autre chose. Et il faut pas se cacher les choses. C'est-à-dire que dans le monde, on a beau mettre en place des collectes de données, des data lakes, des flux, du Kafka pour faire circuler des événements, toute la panoplie des beaux outils technologiques. À un moment, ce qui crée de la valeur, c'est vraiment la rencontre sur le terrain d'une expertise métier, d'un besoin client. Et ça, c'est pas facile à prévoir. Donc, il est important que le leadership de l'entreprise data-driven donne aux acteurs métiers, aux acteurs terrain, les conditions d'autonomie, mais aussi la boîte à outils. Et moi, mon rôle, en fait, c'est d'être un facilitateur. Mon rôle en tant que DSI, et encore plus en tant que DSI digital, c'est d'être un facilitateur pour que le manufacturing, la R&D, le marketing, les différentes équipes, les équipes logistiques, parce que on a parlé de Covid, j'aurais dû vous dire quand même la première chose qu'on apprend, c'est que tout ça, c'est des problèmes de supply chain, et que qu'est-ce qu'on va faire demain pour que nos supply chains soient encore plus agiles, encore plus résilientes. Et alors là, l'intelligence artificielle et les données ont aussi un rôle à jouer. D'accord. Et du coup, vous parliez, c'est très intéressant, sur justement votre rôle, CDIO, le lien entre vraiment la partie métier et la partie IT. Vous parliez de digital manufacturing. Comment ça se traduit aujourd'hui chez Michelin ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quels en sont les résultats ? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre par là ? Alors, on est en train de mettre en place dans nos usines déjà une interconnexion de tous nos robots et nos appareils de production numérique qui sont numériques depuis maintenant un certain temps. Donc, il y avait déjà des flux de données depuis au moins 20 ans. Mais on les interconnecte, on crée des data lakes dans chaque usine et on déploie du Kafka dans les usines. Donc, on est assez fiers, on fait de la high-tech dans les usines. Et ça permet de faire du data viz. En fait, la première valeur d'une data-driven, c'est de donner à un opérateur sur sa machine une vision globale de son environnement. Et puis après, au fur et à mesure qu'on lui amène des outils simples, il se dit « Ah oui, mais là, vous pourriez m'aider, on pourrait voir ça, prévoir, corriger. » Et on arrive à la maintenance préventive, qui est un des cas classiques du digital manufacturing, mais plein d'autres choses. Ce qui est intéressant, parce que je ne peux pas non plus tout raconter, il y a des choses qui sont un peu secrètes, mais c'est que le simple data visualization apporte énormément de valeur. On gagne beaucoup, voilà, on est plus efficace, on produit mieux et donc on produit moins cher, simplement, avec des guillemets autour de simplement, parce que c'est un changement important, en utilisant le data visualization. Après, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Le chemin, c'est je vois et je comprends grâce aux données, puis je prévois, puis je m'adapte et je vais vers une entreprise adaptative. Alors pourquoi c'est important ? C'est que la flexibilité dans le monde du XXIe siècle, c'est vrai pour tous les manufacturiers, pour Michelin comme pour les autres,
c'est d'être agile, c'est d'être flexible. Et la reprise, la reprise du Covid où on passe de moins 70% à 120% dans certains marchés, ça fait vraiment travailler cette agilité. Ça, c'est notre chemin data-driven depuis l'usage simple jusqu'à devenir une entreprise qui est très réactive grâce aux données. Et après, notre ambition, c'est en interne, c'est d'être capable de vendre ses savoir-faire. Vous savez, donc Michelin a une pratique, un métier de service déjà depuis. On vend du pneu as a service depuis un certain temps. Mais c'est sûr que la data-driven transformation, ça va enrichir et étendre le périmètre de ce qu'on peut faire en tires as a service ou en service de mobilité durable autour de ça, pour nos savoir-faire. D'accord. Et alors j'ai une autre petite question qui me vient quand je vous écoute, c'est justement donc on comprend bien le côté data-driven company. Après il y a aussi un côté, vous le disiez, avec des cycles au niveau de votre business qui sont très variants. Et là, si vous reprenez votre casquette IT, comment vous arrivez à gérer aujourd'hui justement l'élasticité nécessaire, ou en tout cas comment vous absorbez ces pics, tout sans pour autant vous charger avec des coûts qui sont contraires à l'efficacité que vous devez également rechercher. Comment vous trouvez ce point d'équilibre ? Alors c'est une très bonne question. Il y a pas de formule simple. Bon. La première chose que je peux dire, c'est quand même on utilise le cloud. Le cloud, ça sert à ça donne de l'élasticité. Mais c'est pas uniquement le fait de mettre des charges sur le cloud, c'est vraiment de construire une architecture qui a une propriété d'avoir des coûts fixes assez faibles et des coûts variables élastiques dans les deux sens. Donc, vous avez parfaitement raison. On cherche l'élasticité, on cherche la résilience, parce que le business de demain, il va évoluer dans les deux sens. Après, mon autre mission chez Michelin, c'est de m'assurer qu'on a des modèles de données communs, partagés, parce que pour faire de l'IA, pour faire de la valeur sur ces données d'entreprise en tant que flux, il faut avoir une compréhension commune, il faut vraiment avoir cette sémantique commune. Donc on cherche à construire des modèles de données partagés, uniques, mais ils ne peuvent pas être figés, parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup. Et si vous avez écouté la stratégie de Michelin exprimée par notre CEO, Florent Menegaux, on a vraiment une ambition de croissance dans des domaines adjacents. Qui dit croissance et qui dit absorption, partenariat, dit finalement fédération de modèles de données. Donc, un de mes objectifs, c'est d'aider Michelin à construire sa boîte à outils de modèles qu'on appelle des modèles fédérés ou des modèles en étoile, pour que tout le monde puisse créer de la valeur avec ces données. D'accord. Alors c'est passionnant, Yves, et je vais rebondir et vous poser une autre question sur votre dernier point. C'est que vous parliez de fédération, vous parliez de partenariat, d'ouverture. Moi, il y a quelque chose qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est naturellement ce qu'on voit aujourd'hui autour du cyber-risque, de la cybersécurité. Comment s'ouvrir sans être exposé, et comme le point d'équilibre entre l'élasticité que vous recherchez, comment vous voyez ça aujourd'hui et comment vous permettez l'ouverture, les partenariats? Alors je ne demande pas les recettes secrètes de Michelin, c'est comme pour les pneus, il n'y a pas de problème, mais comment vous voyez les choses sous cet angle-là? C'est une autre excellente question, et je vais même commencer par effectivement, on a des recettes secrètes comme Coca-Cola. Et celles-là, on les met pas dans le cloud pour l'instant. Peut-être que ça changera, mais on les met pas dans le cloud. Ça veut dire que donc, on a un petit coffre-fort qu'on gère nous-mêmes toujours on-premise. Et puis, par contre, on met quand même de plus en plus de choses dans le cloud pour des raisons d'élasticité. Et alors, la question devient comment on s'assure de notre propriété intellectuelle. On croit beaucoup dans les role-based authentication, c'est vraiment le fait de donner une certaine liberté, mais avec un contrôle rapide pour éviter les fuites, les détecter rapidement. Donc, on est dans quelque chose de très actif. Donc, notre vision de la cybersécurité a évolué. Là où il y a 15 ans, on était un peu comme tout le monde en château fort avec des murailles et des niveaux. On garde évidemment des barrières dans tous les sens, mais on fait l'hypothèse que quelles que soient nos barrières, des petits malins vont être capables de les passer. Et donc, on est vraiment en surveillance contextuelle. Et c'est là que l'intelligence artificielle et les données jouent un rôle également important. D'accord. Donc c'est vraiment passionnant, Yves, parce que on voit que même sur un métier qui est très industriel, alors qui est multiple, Michelin ne fait pas que fabriquer des pneus, en fin gourmet, on le connaît aussi sous bien d'autres angles. Donc c'est vraiment très intéressant. Cette partie intelligence artificielle, aujourd'hui, donc, elle se déploie dans des use cases concrets chez Michelin. Est-ce que vous voulez en partager peut-être certains sur lesquels vous trouvez
vous les trouvez emblématiques par rapport à la transformation qu'a vécu Michelin aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous apporte cette approche et cette technologie? Oui, alors je vais commencer par la supply chain, parce que c'est vraiment intéressant. On a une supply chain, on bouge 180 millions de pneus par an, chose comme ça. 70 pays, on a des usines sur tous les 70 usines sur tous les continents. On a des flux absolument énormes. Et on a une supply chain qui est très optimisée depuis longtemps. Mais le monde VUCA dans lequel on est, le monde très volatile, incertain, complexe, casse un peu toute la puissance des algorithmes mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau avoir des algorithmes sophistiqués, quand on est plus capable de prévoir, on a du mal. Les approches d'IA qui sont plus holistiques et qui regardent des patterns elles sont complémentaires. Elles nous permettent de dire, voilà, maintenant qu'on a fait tourner nos algorithmes, voilà les zones de fragilité qu'il va falloir observer. Donc, ça, c'est un premier domaine où on a implémenté, ça tourne, c'est en production et ça nous a permis d'améliorer nos performances de manière significative. Je reviens pas sur le digital manufacturing, mais c'est vraiment un domaine où l'IA apporte déjà beaucoup, alors qu'on est dans des méthodes assez simples. Un autre domaine qui est lié au manufacturing, c'est celui de l'inspection de la qualité. Et c'est pareil, chez Michelin, il y a des caméras et même des machines à rayons X dans les usines pour inspecter. Et on voit qu'on va pouvoir être encore plus efficace et encore mieux détecter surveiller la qualité de nos produits. Je pourrais revenir en amont et parler un petit peu de la R&D, parce que toujours de manière simple, Michelin fait d'excellents pneus parce que ça fait plus de 50 ans qu'on fait une quantité de tests absolument monstrueuse et on extrait de la connaissance. Et qu'est-ce que l'IA? C'est un accélérateur d'extraction de connaissances, et puis c'est un outil pour partager cette connaissance. Et donc, une stratégie IA en R&D, c'est une façon de multiplier la force de frappe. Et après, pour donner un dernier exemple, je dirais la manière plus classique, parce que là j'étais très propriétaire et très propre aux pneus. Quand on fait du marketing digital et quand on cherche à créer une marque digitale, la gestion des touchpoints, des points de contact, la gestion des interactions avec les clients, on utilise avec notre partenaire Salesforce un certain nombre de techniques. Et là, on est en train aussi de faire appel à l'intelligence artificielle pour améliorer, optimiser nos relations. D'accord. Écoutez Yves, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. C'est vraiment très intéressant. On voit vraiment le lien entre... on ne parle pas d'informatique, on parle métier, on voit l'apport de la technologie, la centricité autour de la donnée et les impacts concrets qu'ont les décisions prises basées sur ces données. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans votre transformation. Plaisir. Et on se parle bientôt. Merci beaucoup Yves en tout cas et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va changer complètement d'univers. Je vous le disais un petit peu en introduction, on a parlé leadership, on a parlé données. On le voit aujourd'hui, la donnée dans l'univers du sport et du haut niveau, c'est un élément central à la prise de décision. Certains l'ont peut-être vu, Oracle a décidé d'investir, de co-investir avec Red Bull en Formule 1 pour permettre à Red Bull de prendre de meilleures décisions basées sur ces données. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec Marc Lièvremont, qui est donc l'ancien joueur, ancien entraîneur et sélectionneur du 15 de France, pour parler leadership, technologie et données. Merci. Qui peut servir Laurent Arbaud qui va très très vite, Laurent Arbaud qui est en train de déborder là-bas, Laurent Arbaud qui se retrouve un peu seul, qui n'est pas plaqué, une belle passe dans le dos pour l'essai splendide de Lièvremont. Joueur à Perpignan, puis à Paris et enfin à Biarritz, Marc Lièvremont a vécu une carrière jalonnée de succès et d'émotions. Champion de France, international aux côtés de son frère Thomas, l'infatigable troisième ligne a tutoyé les sommets. 1999, personne n'a oublié la Coupe du Monde du 15 de France. Des All Blacks terrassés en demi-finale avant une défaite face à l'Australie. La Coupe du Monde encore en 2011, désormais sélectionneur, Marc Lièvremont n'est pas épargné par la presse. Encore une fois, se battre, je sais ce que ça veut dire et j'ai absolument pas envie de lâcher.
Comme promis, la bataille sera farouche. Jusqu'au bout, presque contre tous. Marc Lièvremont et ses joueurs voient pourtant leurs rêves s'envoler pour 1 point, 8-7. Alors Marc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Quand je vois ce petit film, c'est plein d'émotions. Moi, le fan de rugby, et je suis sûr que nos clients, nos partenaires qui nous écoutent ressentiront probablement la même chose. Alors Marc, avant de démarrer, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est le rugby pour toi. Qu'est-ce que c'est ? On va parler de transformation, on va parler de données, on va parler de leadership. Mais avant tout, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question, ta conception du rugby et comment tu vois les choses. C'est déjà ma vie, le rugby, puisque le film aurait pu démarrer à l'âge de 5 ans, il n'y avait pas d'image. Et puis j'ai eu la chance de vivre tout ce qu'il est possible de vivre dans ce jeu, et puis de changer aussi de poste, de fonction, de devenir entraîneur, puis sélectionneur. Aujourd'hui, je suis encore consultant, voire conférencier, donc c'est vraiment le fil rouge de ma vie. J'ai eu la chance, je crois, au-delà des souvenirs, au-delà des trophées, au-delà des émotions vécues, du partage avec mes coéquipiers, de vivre 2 formes de rugby, d'une certaine manière, le rugby à l'ancienne, le rugby amateur, une bonne partie de ma carrière en tant que joueur, et puis de basculer sur le professionnalisme, et puis derrière, de vivre à plein temps de ce professionnalisme avec les atouts, avec la technologie, avec les moyens, avec l'arrivée des étrangers, du rugby professionnel, avec ses contraintes, ses bons moments et ses moins bons moments. Mais j'ai le sentiment aussi que, pour l'essentiel, rien n'a changé dans ce sport, quoi. Puisqu'il est question de leadership, pour qu'il est question d'esprit d'équipe, c'est ce lien qui unit les hommes, tout contexte confondu d'ailleurs, pour atteindre l'excellence. Et je crois qu'il n'y a pas un meilleur exemple que mon sport. J'ai la faiblesse de penser que c'est mon sport. Je veux bien le partager, vous êtes passionné, tout ça. Que le rugby, en tout cas, est un modèle, alors certaines fois dans la métaphore, pédagogique, un modèle de comportement, un modèle de stratégie, sur ces notions de leadership intermédiaire, et notamment ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que quand on parle de rugby, c'est un sport de combat qui pour beaucoup est viril, agressif, un sport de contraste. C'est vrai que c'est quand même les Anglais qui ont inventé le rugby, on peut dire champion de l'humour absurde, et c'est vrai qu'il fallait être un petit peu cynique pour penser à un contexte qui fait qu'il faut absolument avancer, et pour ça faire des passes à l'arrière. Donc un sport où pendant 80 minutes les acteurs se foutent sur la gueule et puis s'embrassent à la fin du match, un sport où le ballon est ovale, donc forcément génère des rebonds capricieux et une obligation de s'adapter, un sport où le respect, la connaissance de la règle sont fondamentales. En même temps, on tombe toujours sur un arbitre anglo-saxon, et forcément on n'est pas d'accord, on est dans la transgression, et les joueurs acceptent avec dignité, je crois, et beaucoup d'élégance, les décisions parfois injustes de l'arbitre. Donc un sport inspirant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un contraire à la loi du plus fort, en fait, le rugby, parce que le rugby, c'est créer les conditions de l'adversité pour obliger les hommes à se fédérer. Et ça, c'est important en termes d'état d'esprit, d'esprit d'équipe, puisque d'une certaine manière, j'ai envie de dire que sur un terrain de rugby, on a presque désespérément besoin de l'autre. Donc une métaphore, mais aussi inspirante aussi, pour se dire, la richesse, elle vient des autres, la richesse, elle vient des différences. Et le management, ça va être créer un collectif où chacun va pouvoir, toutes les différences vont pouvoir s'accumuler, se compléter. Et puis, voilà, pour rester dans la métaphore, on va dire que une équipe de rugby, qu'est-ce que c'est ? C'est 15 individus, donc très différents et très complémentaires à la fois. Donc hier ou avant-hier, à l'époque du rugby amateur, c'était du rugby de région, en tout cas ramené à la France, et donc où le chirurgien dentiste pouvait côtoyer l'artisan, l'agriculteur. Aujourd'hui, ça va être d'autres différences avec le professionnalisme, l'ouverture au monde, avec un pilier sud-africain et un ailier fidjien. C'est 2 cultures complètement différentes, des morphologies complètement différentes, et des gens qui vont bosser ensemble, qui vont s'entraider. Donc ces gens très différents, très complémentaires, avec, voilà, si vous voyez l'image, avec cette ligne de front quelque part qui représente l'adversité, bien sûr. Toutes les difficultés que l'on doit affronter au quotidien. Et donc ce paradoxe, avancer et faire des passes vers l'arrière. C'est peut-être tordu, mais en même temps ça amène, je considère, 3 conditions fondamentales.
La première, c'est que le porteur du ballon, puisqu'on parle de leadership, il y a ce que j'appelle un leadership de situation. Le porteur de balle en rugby, quel que soit son âge, sa fonction, son expérience, son talent, c'est lui qui a la responsabilité du bien jeu. sûr. Donc une notion de courage déjà. Parce que puisque on passe vers l'arrière, il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau quand même, au sens premier du terme. Donc il doit prendre une initiative, il doit prendre une responsabilité, et il la transmet évidemment par la passe, donc une notion de confiance. Parce que pour qu'il s'engage, pour qu'il fasse des choix bons ou mauvais, on s'en fout, parce que le droit à l'erreur, ça compte aussi. Bien sûr. Évidemment, le propre du haut niveau, vous le savez comme moi, chez Oracle, c'est se tromper le moins souvent possible, mais en tout cas, s'il se trompe... Pas répéter ses erreurs. Voilà. S'il se trompe, son choix, quel qu'il soit, va être validé par ses coéquipiers. Et donc, la troisième notion, c'est la notion de collaboration. C'est-à-dire, ce leadership, il se transmet par la passe, quoi. Et en permanence, dans n'importe quelle entreprise, on se fait des passes. On se transmet beaucoup de choses, et notamment la responsabilité de faire avancer le jeu. Donc il y a ce leadership situationnel qui se transmet. Si je peux, en fait, de ton point de vue, c'est-à-dire que environnement de transformation, finalement, le leadership, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire que c'est lui qui emmène les hommes à travers, enfin les hommes et les femmes, à travers cette transformation. C'est vraiment d'accord. Et justement, tu disais, vous l'avez vécu. Il y a eu, comme Yves le disait sur la partie industrielle, le rugby a connu une transformation très profonde en passant vraiment dans le monde professionnel. Et là, je boucle un peu sur la partie donnée. On a parfois l'image du sport de haut niveau avec une place centrale de la donnée. Et justement, je voulais te poser la question un petit peu, quelle place elle a aujourd'hui, cette donnée, dans le monde professionnel ? Alors c'est facile c'est peut-être plus évident sur une Formule 1, mais comment, dans une équipe de rugby, on exploite de la donnée, pour quels résultats, pour faire quoi, et comment tu vois les choses un peu là-dessus ? Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus évident sur une Formule 1 qu'une équipe de rugby. C'est un moteur, disons que c'est moins peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être pas plus évident. Oui, plus facile en tout cas, oui, parce que c'est vrai que c'est très complexe. Alors, je vais dans ton sens, c'est vrai que c'est très complexe. L'analyse des données en rugby, c'est vrai qu'il y a, pour rester un petit peu, le passage rugby amateur, rugby professionnel, ne serait-ce qu'un staff, par exemple, il y a 30 ans, c'était l'entraîneur adjoint, et puis le chauffeur de bus, qui en exagérant à peine, était un peu le manager, le responsable. Aujourd'hui, c'est 20 à 25 personnes qui a autour de Fabien Galtier, un staff technique, les préparateurs physiques, les analystes vidéo, le responsable de la high performance, donc celui qui est justement chargé de tirer la quintessence de toutes ces données. Et en termes de données, depuis toujours, et notamment depuis l'émergence du rugby professionnel, on est orienté sur trois aspects. Trois aspects qui sont l'analyse de la performance, et l'analyse de la performance de l'adversaire, parce qu'on peut penser aussi qu'on fait d'une certaine manière du benchmarking, on fait de la veille, de l'étude du jeu adverse, et donc quand on prépare un match, même si on impose son identité, sa culture de jeu, ses process, son organisation, il y a fatalement une adaptation. On ne joue pas de la même manière, pour rester dans le même exemple de Sud-Africains et Fidji, contre l'Afrique du Sud, contre les Fidji. Donc analyse de la performance, des données individuelles, des données collectives, et donc il y a des dizaines, des centaines de données. Il y a la nécessité aussi de protéger le joueur, donc de le développer, toute la préparation athlétique. Donc les joueurs jouent avec des GPS, donc qui répertorient toute leur charge de travail, leur activité. Ça permet de travailler sur la récupération. Et donc coupler ça, ces analyses de performance, avec des analyses médicales, un dossier médical. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a un leader mondial aujourd'hui du traitement des données informatiques, qui s'appelle StatPerform d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs. À un moment, il est américain. Il faut savoir que donc il traite notamment de tous les sports collectifs, que le rugby en termes de chiffres et de volume, je ne connais pas les chiffres exactement, arrive en 6e position. On peut penser que le basket, le hockey, les sports à gros volume financier évidemment, et donc ils sont leaders, et donc leurs clients sont les fédérations, les ligues, les clubs pro, les médias, les grands médias qui servent de ces statistiques, de ces analyses. Les plateformes le jeu en ligne et du fantasy game, comme on appelle Mon Petit Gazon ou FanLive, puisqu'il se trouve que je suis actionnaire avec mon frère Thomas, avec Alain Roche, un footballeur d'une start-up là, qui est sur le fantasy game. Donc voilà, donc la guerre des données, elle est importante, sachant qu'il y a des données qui sont confidentielles, tout ce qui traite à la santé évidemment. Il y a des données, les données, notamment données GPS traitées en globe, appartiennent
appartiennent au club, donc il y a des partenariats, ça c'est pas toujours simple entre la fédération, entre la ligue, et puis ces données-là peuvent intéresser par exemple les agents de joueurs, parce qu'on peut penser qu'on vendra mieux un joueur si on a toutes ces statistiques de plaquage, de courses, de défenseurs battus. Je t'interromps, mais j'ai une petite question quand même. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'accès à toutes ces données, la centricité vraiment sur ces données, tu disais toutes les sources, tu disais tout ce qu'on est capable de mesurer, si je suis un peu provocateur, exprès, quelle place il reste pour le staff? Est-ce qu'on peut prévoir forcément, alors je ne veux pas la recette magique pour parier sur les bons matchs de rugby et les bons résultats, mais est-ce qu'on peut prévoir le résultat d'un match basé sur ces données quelle place il reste aujourd'hui parce que Yves parlait d'augmentation de l'intelligence. Est-ce qu'on est sur la même chose dans le rugby ou est-ce qu'au contraire on a une portion pour l'intelligence collective du staff qui est de plus en plus réduite? Non. Comment ça se passe? C'est en opposition? Pour moi, il reste une place infinie, j'ai envie de dire, à la prise d'initiative, à l'intelligence, à la dimension affective de ce sport qui est complexe, qui est énormément complexe sur les enjeux. Donc il y aura toujours, il y a de plus en plus, et à un moment on a pu craindre aussi qu'il y ait une forme de rigidité, on va dire, dans l'approche du jeu, et j'ai le sentiment que le modèle s'est équilibré un petit peu parce que un autre des paradoxes du rugby, pour moi, c'est qu'on part justement peut-être d'une rigueur excessive, d'une préparation, d'une planification scientifique, très cartésienne, très organisée, où chacun, on donne des outils à ses joueurs que nous permettent justement la data, les analyses de performance, l'adaptation, l'éveil sur l'adversaire. Et en même temps, très souvent, ou quasi tout le temps, la solution, elle vient de la prise d'initiative. Elle vient de l'intelligence au cœur du jeu, elle vient de l'adaptation à l'adversaire, à un contexte. Donc l'idée pour le staff, quand même, ça va être de travailler dans son management, de donner un maximum de données, justement, d'informations. Il y a vraiment cette dimension pédagogique, je le disais, et quelque part de donner aussi de l'autonomie aux capitaines qui exercent, pour rester sur la notion de leadership, une forme de leadership spirituel, je dirais que surtout quand on est capitaine de l'équipe de France. Thierry Dussautoir, Lionel Nallet, à ma génération, l'ont très bien incarné. Aujourd'hui, chez un Charles Olivon, on voit ce sont pas forcément des leaders de jeu, mais ce sont par l'exemple, des leaders de combat, par leur humilité, par leur exigence aussi, par leur excellence. Donc ils portent le collectif et ils délèguent la responsabilité du jeu à d'autres. Donc il y aura toujours la place à la prise d'initiative. Et on va dire, on va vraiment donner un maximum d'outils et surtout donner l'autonomie. Parce qu'il existe en rugby quelque chose d'assez unique, je crois, en sport, c'est que la veille du match, c'est le captain run, l'entraînement du capitaine. En théorie, justement, grâce à tous ces outils, et si le sélectionneur, le manager, le staff a bien rempli son boulot, ils ont donné l'autonomie. Donc c'est en ça aussi que c'est un exemple pour beaucoup, à savoir donner cette autonomie, responsabiliser, leadership aussi fonctionnel évidemment. On peut penser que ceux qu'on appelle affectueusement les gros, les avants, c'est un petit peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de rugby qui va fabriquer la matière première, qu'on a des chefs de projet qui sont les gens de la charnière, qui font les choix, intelligence situationnelle, adaptation, que les commerciaux sont là pour développer les actions, marquer les essais. Et donc il y a forcément un leadership fonctionnel, le talonneur, le numéro 8 qui sont des catalyseurs, l'arrière, le dernier rempart, le 9 et le 10 qui sont là voilà. Au centre. Et du coup, donc, si je t'écoute bien, il y a vraiment une notion, on se sert de la donnée, elle nous permet les analyses, elle permet d'avoir un certain éclairage sur la performance. Et du coup, je dis bien un certain éclairage. Il y a la place de chacun, le leadership, la continuité, qui est un élément clé de la performance. Alors, je trouve qu'on est vraiment dans des parallèles c'est vraiment très similaire avec ce que disait Yves sur Michelin. Après, moi, tout ça, à titre personnel, je me pose toujours la question aussi de me dire comment on laisse la place, justement, et on n'oppose pas innovation, et en rugby, je peux dire, même si French flair, ou créativité, ou comment est-ce qu'on peut tirer parti au mieux de ces données, et en même temps stimuler au mieux, et le plus possible, cette créativité pour, au final, quand on réussit à avoir le résultat parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, le meilleur possible. Comment tu vois les choses? Spontanément, de diverses manières. Bon, il ne faut pas oublier que le rugby, c'est un jeu quand même.
Parce qu'à la base, même si on a affaire à des athlètes surentraînés, avec un état d'esprit, une rigueur, tout ça, ça reste quelque part 15 gamins en culotte courte. Hein. Je veux dire, non mais c'est ça, quand on parle de petite mort, c'est un peu la fin d'une forme d'insouciance et d'enfance. Donc le plaisir du jeu, il doit rester important. Et donc dans la formation du joueur, c'est la première chose qu'on apprend quand même. Le respect des règles, le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect, savoir se faire mal, savoir se sacrifier pour l'adversaire, mais aussi la dimension ludique, de passe, de prendre du plaisir, quoi. Et donc, elle doit rester. Et on l'avait peut-être oublié à un moment ça, justement, avec le passage du professionnalisme, mais un peu trop de rigueur qui s'est certainement, qui a dégouliné, même y compris au sein du rugby amateur. Mais là, on retrouve ce plaisir et cette forme de spontanéité. Dans l'approche du jeu aussi, on l'a bien compris, on travaille essentiellement sur la cohésion fonctionnelle, sur les atouts, sur la technologie, mais beaucoup aussi sur l'aspect humain, donc c'est ce qu'on peut appeler sur la cohésion relationnelle. Et quelque part, le manager, l'entraîneur, il va essayer de placer son équipe sur une forme d'équilibre fragile ou précaire, entre lui donner des atouts et leur dire que les mecs, vous avez des qualités, vous êtes capables, et en même temps la dimension psychologique de crainte, de respect de l'adversaire, où on est toujours dans l'incertitude et la volonté aussi de se remettre en question. Et voilà. Et dans l'approche du jeu aussi, dans les semaines d'entraînement, il y a des phases de jeu où il y a rigueur, où il y a comme des chorégraphies, où chacun, sur un lancement de jeu, codifié en fonction de la zone de terrain, en fonction de l'adversaire, c'est exactement où il va. Et donc c'est d'une minutie dingue. Et il y a aussi ce que j'appelle le jeu spontané, où le staff met son effectif dans le désordre, le fait jouer en infériorité numérique pour obliger les joueurs justement à s'adapter, à faire preuve de polyvalence, d'adaptation, d'intelligence situationnelle. Donc il y a vraiment ce savant équilibre qui fait que franchement, vous avez vu le dernier tournoi, il y a des moments... Alors là aussi, très souvent, le législateur en rugby, au départ, c'est des étudiants, les rugbyman, à l'époque d'un proviseur qui s'appelait Sir Thomas Arnold, donc qui décide de révolutionner le système pédagogique britannique à la ville de rugby. Et donc, en permanence, le législateur en rugby, il y a des grands penseurs qui essaient de rééquilibrer pour redonner l'avantage à l'offensive. Et donc, au jeu, plus d'initiative à l'offensive, parce que l'objectif du législateur, c'est préserver la santé du joueur, et c'est aussi un des objectifs justement des données, du traitement des informations, pour vraiment préserver le capital santé du joueur. Et donc préserver sa santé par des adaptations du règlement, les plaquages hauts, la mêlée, les trucs qui sont à risque d'une certaine manière, et aussi redonner toute l'attitude à l'attaque pour faire en sorte que ça reste un sport spectaculaire et que l'attaque puisse prendre l'avantage sur la défense. Donc on a vu à travers ces derniers mois, par exemple, ce qu'on a appelé un jeu de dépossession, où le paradoxe, c'est qu'une équipe qui portait le moins de ballons, qui donnait le plus de jeux au pied, qui gagnait le moins de mètres ballon en main, gagnait. C'est un non-sens d'une certaine manière. Et c'est presque faire l'apologie de l'anti-jeu. Et là, on a vu un tournoi quand même, où les Français se sont super bien comportés. Il y a vraiment une génération qui est magnifique, où il y a un retour à l'offensive, à la prise d'initiative, et ça me ravit. Ouais, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc si je résume, on a la performance, c'est le savant mélange du leadership, d'une exploitation de la donnée, d'une innovation la plus libre possible. Après, j'ai aussi une question, c'est de dire... L'adaptation à l'adversaire, à l'adversité. Et pour aller plus loin, citons les meilleurs, pour l'instant en tout cas. Les All Blacks. Depuis toujours, quelque part, on rêve tous de jouer à Nouvelle-Zélande, tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, ça peut intéresser beaucoup, à savoir que les All Blacks, ils sont assis, il y a ce côté très institutionnel, très leur couleur, leur tradition, le haka, le respect de la culture maori, et en même temps, ils restent en permanence novateurs, intelligents, adaptatifs, pour rester toujours au plus haut niveau. Je trouve que c'est un exemple qui est vraiment à prendre en considération, quoi. Comment se souvenir de son passé, de son histoire. Une équipe qui gagne, quel que soit le contexte sportif ou entrepreneurial, c'est toujours une équipe où on arrive à véhiculer un fort sentiment d'appartenance, une vraie identité, et où les gens sont considérés, sont leaders de leur projet, contribuent. Voilà, exactement. Mais je t'ai coupé, pardon. Non, pas du tout, c'est intéressant, mais parce que j'allais aller un peu dans cette direction-là, c'était de dire, justement, il faut aussi, tu as l'innovation, mais je pensais sélection versus club. Tu disais tout à l'heure, dans des clubs, tu peux avoir un Fidjien avec un Australien, et donc
ma perception de candide, c'est de dire c'est une pluralité de personnalités, d'histoires, là pour le coup dans le rugby, de façon d'avoir appris le rugby. Et est-ce que c'est pas plus facile d'avoir des équipes plurielles pour avoir une grande performance que quand on est en sélection, tu as été sélectionneur de l'équipe de France, est-ce que c'est plus facile d'être entraîneur de club, d'avoir 10 nationalités différentes, qui ont appris des rugby différents, qui vont s'enrichir les uns des autres, par rapport à une sélection, qu'elle soit française, anglaise ou néo-zélandaise? La difficulté, elle est omniprésente. C'est compliqué en club, mais en même temps, on peut penser qu'en club, l'entraîneur, il a la gestion de son effectif au quotidien. C'est comme une famille quoi, qui vit au quotidien. Et les soucis, on les règle en famille, même si aujourd'hui, effectivement, on s'est heurté de plein fouet aussi aux choses pas forcément les plus flatteuses du professionnalisme, des contrats à durée déterminée, des plans sociaux, des fâcheries, des licenciements et tout ça, alors qu'à l'époque, c'était vraiment une famille très marquée sur son territoire. Donc il y a ces soucis qui peuvent venir justement avec ces différences. En même temps, il y a du temps, peut-être plus de temps. Et l'enjeu pour la sélection française, qui longtemps a été quelque part, on recevait aussi il y avait déjà des différences de culture à l'époque, puisque il y a 30 ans, quand on jouait pas au rugby de la même manière en Méditerranée, à Toulon, à Perpignan, à Béziers, qu'on jouait à Toulouse, qu'on jouait à Bayonne ou à Biarritz, ou à Clermont-Ferrand, ou au Racing Club de France. Donc l'équipe de France, c'était déjà la quintessence de gens issus de culture, de région, et il y avait ce sentiment d'appartement sous le même maillot, bleu, blanc, rouge, c'est une notion de transmission. Donc les problématiques sont différentes, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a aussi la possibilité de sélectionner des étrangers au bout de 3 ans. Donc voilà, on a des William C. et Leroux qui sont des joueurs d'origine sud-africaine. On a des Fidjiens avec Vakatawa. Donc voilà. On a le meilleur des deux mondes. Il y a un moment... je veux dire, moi j'ai adoré jouer à Perpignan avec que des gens issus que je connaissais depuis gamin, on avait grandi ensemble, il y avait cet esprit catalan un peu clanique, tout ça. Et c'est pas parce qu'on a adoré ça que j'ai pas aussi adoré jouer au Stade Français avec une armada de mercenaires, comme on les appelait, des Sud-Africains, des Fidjiens, des Argentins, des Hollandais qui sont devenus parmi eux mes meilleurs amis, quoi. Donc voilà, il y a un moment... Dire c'était moins bien avant, c'était différent. Les problématiques, quoi qu'il soit, on voit cette alchimie qu'il faut pour obliger à fédérer un collectif de personnalités très différentes dans la diversité. Une compétition, la Coupe du Monde, c'est une compétition de dingue, quoi. C'est 2 mois de compétition, il peut se passer 10 000 choses. Donc en amont, il y a toujours ce travail de très cartésien, très scientifique, d'approche, de planification, d'analyse des données. Centré sur la donnée. Beaucoup, évidemment. Et après, il y a le jour du match, en fonction des blessés, des contre-performances, tout ça. La dimension humaine de l'adaptation, et qui fait que l'humain restera central. Donc le respect, la bienveillance, le besoin d'excellence, l'esprit d'équipe, le courage, la fraternité. D'accord. Je pense que vous le voyez, je suis passionné par ça. Et avant de prendre, certainement, je pense qu'avec Patrick, on aura certainement des questions. J'ai une question pour toi, du coup, très intéressé. Quand est-ce que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde? La prochaine? Ta casquette de consultant. Là, de consultant, mais pas que, d'amateurs déjà, et puis de fans de l'équipe de France. Il n'y a pas de fatalité. Je crois que dans son histoire, depuis 86, donc première Coupe du Monde, l'équipe de France est allée 3 fois en finale de la Coupe du Monde. Donc la dernière fois, c'était très proche, en tout cas en 2011. Là, même si l'équipe de France sort 2e, ce qui est intéressant aussi dans le traitement des informations, justement, pour revenir sur le traitement des informations, c'est aussi certaines fois, et c'est compliqué, de sortir du cadre ou du résultat sec. Évidemment, tu as gagné, tu es champion, seule la victoire est belle. Non. Non, pas. Non, déjà d'une part, il y a des victoires, je vais dire, en trompe-l'œil qui génèrent les défaites de demain, et il y a aussi des défaites qui sont salvatrices, qui sont riches d'enseignements. Personne ne se réjouit de perdre. Non. Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, Charles Olivon, le public français, surtout dans ce contexte-là, tout le monde rêvait que l'équipe de France, pour sa 2e édition, après un tournoi 2020 déjà prometteur, avec vraiment cette nouvelle génération. Incroyable. Voilà, mais bon, ça s'est joué à peu. L'équipe de France a eu la malchance, à mon avis, de jouer en Angleterre contre certainement le meilleur du match qu'ont fait les Anglais. On jouait certainement contre le Pays de Galles qui a fait son meilleur match à Paris. On les a battus dans les dernières minutes. Magnifique. Et a joué et a perdu en dernier match avec un scénario un peu improbable aussi contre une excellente équipe d'Écosse. Donc
2 ans, cette génération aura 2 ans d'expérience. Il y a une épine dorsale qui est en train de se décider. On a des joueurs de classe mondiale qui sont en train de se révéler. Je ne vais pas les citer pour faire injure à d'autres. Non, il y a ce leadership dont je parlais qui est incarné aussi justement par cette génération, parce qu'au-delà du lien sportif, on sent qu'il y a un amical qui se lie. Moi, j'aime bien le leadership incarné par Charles Olivon. J'ai une pensée, puisque j'ai parlé de Lionel Nallet, de Thierry Dussautoir, qui ont été les capitaines quand j'y étais, mais pour Guillaume Guirado, qui a été capitaine, voilà, ça a été dur, et pourtant il a été vraiment dans cette lignée de joueurs admirables par leur engagement et malgré les souffrances de défaites à répétition. Et là on revoit un petit peu le soleil, donc il y a... Donc, on a envie de sourire, quoi. D'accord, la météo est prometteuse pour l'équipe de France. Bon. Après, on n'est jamais sûr de rien. Non, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. D'arriver déjà... Et les données ne nous le diront pas. Non, les données ne nous diront rien de ce que là. Là, tant pis pour les parieurs. En plus, moi, je suis un très mauvais pronostiqueur à chaque fois que je. Bon, alors ne dis rien. En fait, je pronostique systématiquement ce que j'ai envie de voir. Donc d'accord. Voilà. Très bien. L'heure tournant, Patrick, je ne sais pas en régie si tu as des questions. Alors j'ai sélectionné une question pour Marc. C'est un petit clin d'œil. C'est Marc, tu parlais tout à l'heure d'un staff de 20 personnes ou 30 personnes. Il y a combien d'informaticiens dans ce staff ? Il y a du monde. Il y a des informaticiens qui font partie du staff, qui travaillent à demeure. Et après, en fait, il y a à Marcoussis, à la Fédération française de rugby, il y a un pôle scientifique où il y a des ressources, et notamment des informaticiens qui peuvent aussi traiter d'autres données. Donc là, il me semble qu'avec le staff actuel, ils sont au moins 2 en permanence à être sur les analyses de statistiques. Elle-même recueillie par, comme je dis, par StatPerform, qui est vraiment le leader mondial. Le repository, voilà, d'accord. Voilà. Très bien. Ok. Merci Marc. Il y a une question, alors peut-être plus pour Christophe. Tout le monde t'a écouté tout à l'heure, donc le spectateur nous dit Oracle est maintenant en Formule 1. Est-ce qu'il faut comprendre qu'Oracle va investir plus dans le sport, notamment dans le rugby ? Alors, moi je suis comme Marc, je ne suis pas un bon pronostiqueur. Par contre, ce dont je suis certain, et on l'a vu avec la discussion et l'éclairage que nous a donné Marc, je crois que la donnée, elle est aujourd'hui centrale. Elle ne fait pas tout, mais elle est centrale dans le haut niveau. Et ce qui est certain, c'est que Oracle, de par nos technologies et la valeur ajoutée qu'on essaie de proposer à travers elle, on est en capacité de donner de vrais éclairages. Là, on le voit à l'équipe de Formule 1 Red Bull. Est-ce qu'on aura d'autres partenariats ? Je ne sais pas. Est-ce que la technologie continuera d'être centrale du haut niveau en sport, quel qu'il soit ? J'en suis intimement persuadé. Voilà. Et peut-être une dernière question pour Marc. C'est toutes ces données finalement assez sensibles, assez personnelles. Comment les joueurs en fait appréhendent cette partie-là ? Il y a eu de tout. Il y a une période de transition avec l'arrivée du professionnalisme et de ces analyses où certains ont été un petit peu assez réticents. Et puis après, il y a eu de l'excès aussi, puisque certains joueurs pouvaient considérer qu'ils se retranchaient justement seulement derrière la donnée. Dire, bon, c'est bon, j'ai plaqué 15 fois, un seul plaquage raté, j'ai fait un bon match. Sauf qu'un match, c'est pas que ça, évidemment. C'est un outil, c'est un moyen d'analyse. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont la génération là qui joue, ils sont nés avec la data. Ils sont nés avec l'analyse de la performance, donc c'est un outil parmi eux, ils en sont très friands, de la même manière qu'ils sont très impliqués sur l'approche stratégique, le jeu de l'adversaire, donc grâce aussi à ces analyses. Ils ont bien compris aussi que leur corps était leur outil de santé, donc là aussi la data et les analyses permettent justement de se préserver, de prendre soin de son corps, qui est son outil de travail d'une certaine manière. Bien sûr. Donc non, ils sont très impliqués là-dessus. D'accord. Bon, mais Marc, merci beaucoup. Vraiment, c'était passionnant. Et le parallèle avec le monde que Corac connaît au plus, peut-être le monde de l'entreprise, il est évident. J'espère que toutes et tous vous avez pris beaucoup de plaisir, comme moi en tout cas, à travers cette deuxième édition de notre Oracle Technology Talk. Je peux vous donner rendez-vous d'ores et déjà le 30 juin pour le 3e numéro. On essaiera de réunir un plateau tout aussi prestigieux. Merci à toutes et à tous de vous être connectés et on est à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.
data